Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan lecture sur les votes des abonnés. J'ai lu du coup 4 romans sur janvier et un peu sur février. J'ai débordé, j'avoue, je viens de finir le dernier. Sur 4 romans qui ont été sélectionnés par les abonnés sur ma pile à lire que je vous avais présenté en janvier du coup. Je vais commencer de suite pour pas traîner. Pour rappel, c'est tous les vendredis, ou une bonne partie des vendredis. J'essaye de vous faire voter parmi 4 titres que j'ai lus, enfin que je souhaitais lire, 4 ou 3 titres, et le gagnant de ce sondage fera partie de ma pile à lire, enfin fera partie de ma lecture de la semaine d'après, si j'y arrive. Voilà. J'ai donc le 4 titres. Je vais commencer donc par le premier qui était Arpenter la nuit de Leila Motley aux éditions de Livre de Poche. C'est un titre qui a été édité à la base chez Albin Michel dans mes souvenirs et qui a reçu le prix du roman Page America 2022. Dans ce titre, on va suivre Chiara, qui est une jeune fille, quasiment une jeune femme, de 17 ans dans mes souvenirs. Ouais, elle a 17 ans. Elle vit avec son frère Marcus. Leur père est décédé et leur mère est en prison, donc ils sont un peu donnés à livrés à eux-mêmes, cherchez les mots, livrés à eux-mêmes, et ils vont devoir subvenir à leurs besoins. Le problème, c'est que Marcus est persuadé qu'il a une carrière à faire dans le rap, et donc il va tout faire pour réussir cette carrière. Donc du coup, il rapporte pas d'argent. Donc c'est Leila Leila, j'allais dire l'autrice, non, c'est Chiara qui est obligée de travailler. Et Chiara, elle galère à payer les factures parce que malheureusement, vu qu'elle est pas majeure et qu'elle n'a aucune expérience, on ne lui donne pas de travail. Et un soir, elle va aller dans un bar, rejoindre une amie qui travaille dans ce bar, et elle va discuter avec cette amie, et en sortant de ce bar, elle va être abordée par un homme qui va lui demander ses services en pensant que c'est une prostituée. Voilà. Donc on est dans ce titre où on va suivre déjà un peu dans ce milieu un peu défavorisé, ces gens soumis, livrés à eux-mêmes, qui doivent essayer de s'en sortir. En plus, ils sont dans un quartier où l'immeuble va être vendu pour reconstruire des immeubles plus grands, plus chers. Donc Kira, elle essaie de s'en sortir. Elle essaie en plus de faire comprendre à son frère que c'est peut-être cool de vouloir se lancer dans la musique, mais gars, pour le moment, tu rapportes pas d'argent. Donc on est un peu dans la mouise. Le frère, il arrive pas à réaliser. Pour lui, tout va bien. Il a pas envie de s'en occuper. Réclame de l'aide à différentes personnes, mais bon, non, tout le monde est en galère dans cette société, donc elle a pas pu, personne peut l'aider. Et il y a cette histoire de prostitution, du coup, qui se met en place. C'était froid. Enfin, je sais pas comment dire ça. J'ai eu parfois des moments où j'avais envie de tabasser les hommes dans ce titre. Ça ressort un peu le côté misandre que j'ai parfois avec ce genre de titre et qui du coup me révulse. Mais d'un côté, je trouve que j'ai pas eu de l'empathie pour Chiara, et en plus le quatrième de couverture m'intriguait dans un sens où je pensais qu'on allait partir dans une direction et on part dans totalement autre chose. Et j'ai un peu eu le sentiment aussi que la fin, elle est tombée comme un cheveu sur la soupe. Elle est vraiment abrupte. Le roman fait plus de 400 pages et la fin, j'étais là en mode ah, tout ça pour ça. Bon, j'ai trouvé ça très froid personnellement. J'ai pas ressenti beaucoup d'émotions, j'avoue. À part la colère envers les hommes, j'ai pas ressenti beaucoup de choses. J'avais un peu l'impression que, alors je sais pas si c'est tiré d'une histoire vraie ou pas, mais ouais, j'avais un peu l'impression que l'histoire était tirée par les cheveux parfois. On passe d'un sujet à l'autre sans trop de transition, etc. Et c'est vrai que la deuxième partie du roman, je m'attendais à ce qu'on parte dans un contexte particulier et on n'y va pas du tout. Et en plus, le contexte qu'elle met en place dans la deuxième partie, il retombe comme un soufflet dans la fin, à la fin, tout simplement. Donc j'ai été assez surpris de cette lecture, assez abasourdi. J'avais connaissance de ce monde, hein, on va pas se mentir, de ce monde de la prostitution. J'avais connaissance que des fois, oui, les jeunes filles n'ont pas le choix que pour s'en sortir de se prostituer, ou parfois c'est pour elles, c'est de l'argent à se faire facilement. En plus aujourd'hui avec tout ce qui est réseaux sociaux et tout,
Le corps n'a plus exactement la même image, donc pour ça je n'ai pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que je m'attendais à ressentir beaucoup plus d'émissions. Et j'avoue que j'ai été complètement abasourdi par le fait que le roman n'a pas pris la direction que je souhaitais. J'ai donc ouais, été assez froid dans l'ensemble de ce livre. Je sais pas si je le recommanderais facilement. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est un peu prostitution, vous pouvez, enfin les jeunes dans la prostitution, vous pouvez aborder ce titre. En plus, vous avez d'autres histoires qui peuvent peut-être vous intéresser, mais je vais éviter de vous spoil parce que c'était quand même. Je m'attendais pas aussi. Vraiment, je m'attendais pas à ce qu'on prenne cette direction. Donc voilà, à voir ce que vous avez envie de lire, mais c'est vrai que il faut savoir que vous avez des scènes assez dures, quand même, assez violentes. Préparez-vous psychologiquement si vous voulez voir. De toute façon, à partir du moment où on aborde la prostitution, surtout chez les jeunes, c'est pas les sujets les plus faciles à aborder. Donc vous êtes prévenus dans quoi vous allez. Mais c'est vrai que ouais, j'ai pas trouvé ça dingue. Voilà. Je vais dire les termes, j'ai pas trouvé ça dingue. C'est pas un roman qui va marquer mon année 2025. J'ai lu ensuite en lecture commune avec Karine, donc qu'est-ce que je lis Charlie de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. C'est un titre que j'avais depuis 2021 dans ma palle, que j'avais très envie de sortir parce que j'avais entendu beaucoup de bien de ce titre. On va aller suivre ici Charlie et son père qui fuient quelque chose. Il fuit une agence gouvernementale parce que Charlie a la particularité d'avoir des pouvoirs pyrotechniques. Voilà, c'est tout ce que je savais de ce roman, que Charlie avait des pouvoirs pyrotechniques et qu'on allait suivre un père et sa fille fuir cette agence gouvernementale. On est sur du Stephen King, donc Stephen, il aime bien aller gratter les histoires de chaque personnage, etc., pour qu'on comprenne d'où ils viennent, etc., tout le long, qui sont gentils, méchants, etc. Donc ça, je savais qu'il allait avoir des fois des longueurs, des fois des... Comment on dit? Quand on n'aime pas, c'est des longueurs, et quand on aime, c'est de l'approfondissement. Donc je savais qu'il allait avoir ça. Mais j'avoue que le roman est fait plus de 600 pages. C'était long par moment, mais c'était très long. Je pense que le roman aurait pu être charcuté encore une fois de 200 pages. Euh, je trouve que Stephen King, encore une fois, de cette époque, ne sait pas écrire des fins. La fin, elle tombe, genre, elle arrive, ok, donc j'ai lu 600 pages pour ça. Pourquoi cette fin? Pour aucune explication. Il y a plein de mystères qui sont pas résolus, on sait pas comment c'est ça. Bref, il y a plein de choses. J'ai bien aimé l'ensemble de ma lecture en soi. J'étais en mode, même si c'était long et tout, c'était intéressant. Je trouve qu'il y avait des idées bonnes, etc. Mais à la fin, comme d'hab, ça part en cacahuète avec King. J'ai l'impression que des fois, il dit, j'ai une idée, je vais l'écrire, et puis je vais laisser l'inspiration venir. Et puis des fois, l'inspiration pour la fin, bah, elle est pas là, quoi. Donc moi, je suis assez déçu de ce titre aussi. Il y a quand même du positif dans l'histoire, hein. Comme je vous ai dit, j'étais bien dedans. Quand je le lisais, c'était facile à lire. Il y avait des personnages que j'avais bien envie de retrouver. Il y avait d'autres que j'étais moins content de retrouver. Et je trouve qu'après King, il tombe souvent un peu dans la facilité de ces personnages manichéens, quoi. Vous avez toujours le personnage horrible qui fait partie d'une agence, d'un truc supérieur, l'État américain, etc. Donc je trouve que parfois il tombe un peu trop dans ces clichés trop faciles. Et surtout dans ce titre, c'était long sur certains points. Charlie est un personnage que je dirais... Au début, on a de l'empathie pour elle, je pense. Il arrive à créer une sorte d'empathie, mais je trouve qu'au bout d'un moment, le personnage et la relation qu'elle a avec son père, je trouve que ça marche pas. Il y a quelque chose qui m'a semblé faux dans l'histoire, qui m'a semblé mal jaugé, alors que je trouve que King, il est très fort souvent pour créer ces genres de relations entre les enfants, les parents, où ouais, il arrive bien à les faire matcher. Et là, je sais pas, il y a eu un moment, ça marchait, et puis c'est tombé complètement à l'eau. Il y a une scène qui était censée nous donner beaucoup d'émotions que j'ai pas eu. Donc je sais pas, on en avait parlé avec Karine, et pareil, Karine, elle a pas du tout aimé celui-là. Mais après, elle avait enchaîné les déceptions parce qu'elle avait lu la réédition du Talisman avec Peter Straub, qu'elle avait pas aimé. Et là, du coup, elle a enchaîné celui-là. Et bon, deux King à la suite, ça a été peut-être un peu trop
pour elle, et je pense qu'en effet, King, c'est pas un auteur qu'il faut qu'on enchaîne comme ça. Déjà, moi, quand j'en faisais un par mois, c'était épuisant par moment. Donc je pense que King, c'est pas l'auteur qu'il faut enchaîner, et du coup, ça n'a pas aidé pour elle. En plus, bah, le livre, il a été écrit en 1970, à peu près dans les années 70, je crois. 1980, bah, pile poil, 1980. Bon, il y a des mots qu'on n'a plus envie de voir aujourd'hui. Voilà, je vais pas en dire plus. Il y a des mots qu'on n'a plus envie de voir aujourd'hui, des expressions qu'on n'a plus envie de voir aujourd'hui, des clichés énormes qu'on ne veut plus voir aujourd'hui. Mais on va se dire que c'est parce que c'était 1980 et qu'à cette époque c'était toléré et que du coup voilà. Mais c'est vrai que peut-être une nouvelle traduction, si elle pouvait retirer certains mots, ça ferait plaisir. Voilà. Beaucoup me disent, quand j'avais vu des avis, on me disait que Charlie était impossible à lâcher. Je dirais pas ça. Voilà, je dirais pas ça. Je dirais que j'ai passé un bon moment quand je pouvais le lire. Après, si j'y retournais pas le lendemain, ça n'empêchait pas de dormir. Mais voilà, c'était bien. C'était bien. Dans l'ensemble, c'est quand même plus positif que Arpenter la nuit, même si je suis très déçu de la fin, que je me suis dit 600 pages pour ça, c'était assez long. Ensuite, j'ai lu en lecture commune avec Caro, donc de Miss Caro Livre, Rouge de Pascaline Nolo. Euh, dans ce titre, on est sur une réécriture du Chaperon Rouge. On va suivre Rouge, qui vit dans un village, comment il s'appelle, le Mont-Gris, c'est ça. Non, Malombre. Malombre. C'est un petit village, ouais, un tout petit village, qui est frappé par une malédiction. Dès qu'une jeune fille a ses règles, elle doit quitter ce village et aller rendre visite à la méchante sorcière, à la vieille sorcière, à la grand-mère. Et on ne sait pas ce que deviennent ces filles. Et arrive le jour où c'est à Rouge d'y aller. Il faut savoir que Rouge, elle n'est pas très appréciée dans son village. Et donc, du coup, quand elle a sa première saignée, elle est obligée d'aller là-bas et les villageois sont plutôt contents. J'ai résumé grosso plein d'eau, vous découvrirez pourquoi elle n'est pas appréciée dans son village, etc. J'ai beaucoup aimé, alors moi c'est ça que j'adore quand je lis les réécritures de contes, et c'est pour ça que souvent ça marche pas avec moi. Ce que j'adore dans les réécritures de contes, c'est essayer de trouver tous les éléments qui amènent au conte, en fait, qui rappellent le conte. Et une fois que j'ai tous ces éléments, je trouve que ça va trop loin et que du coup je m'ennuie. Rouge n'a pas subi ça. C'est-à-dire que j'ai réussi à retrouver les éléments. Je me suis dit, ah là on a le chasseur, là on a la grand-mère, là on a le loup, là on a ceci. Et donc du coup j'ai tout rattaché. Mais c'est vrai que du coup la première partie, on est sur la présentation de Malombre et de Rouge et qu'est-ce qui se passe à Malombre et tout. La deuxième partie, quand elle va pour aller voir la grand-mère, ça fait vraiment une scission dans le livre parce que la première partie c'est assez long, assez chiant. Et la deuxième partie, on a vraiment du coup tout le conte qui se met en place, etc. Pour ça que je dis que ça n'a pas fait le même effet parce que du coup, vu que je n'avais pas ce que je voulais au début, je l'ai eu à la fin et du coup c'était intéressant. Je trouve que Pascaline Nolo a très bien su réinventer, s'approprier le conte du Chaperon Rouge et très bien le réinventer pour le rendre intéressant à découvrir sous ce format-là, sous son histoire. Euh, Elle a su te faire une rouge, un personnage féminin intéressant sans créer des fioritures de badasserie comme on a l'habitude de lire en ce moment en fantasy. Voilà, on suit Rouge qui est une jeune fille normale qui va juste aller voir une grand-mère parce qu'elle n'a pas le choix parce que c'est la malédiction dans son village. Et c'est tout, on n'a pas besoin de plus. On a évidemment, c'est un roman féministe, je pense, parce que, enfin, je pense qu'elle a quand même abordé le point de vue féministe. Les hommes sont vraiment des salauds. Voilà, rien à dire de plus dans ce titre. Le peu d'hommes qu'on a, on n'arrive pas forcément à les apprécier. Et on enchaîne des révélations qui sont plutôt intéressantes. Voilà, un très bon moment. J'ai trouvé quand même que la plume, dans certaines parties du récit, était peut-être un peu trop recherchée, un peu trop travaillée, et c'était un peu dur parfois à retourner dans le roman. Parce que parfois sur certains passages c'était vraiment le trait était un peu forcé. Mais j'avoue que dans l'ensemble j'ai quand même bien aimé. Je sais que ça va soulager Lully parce que Lully avait beaucoup aimé ce titre et je l'avais ajouté dans ma palle déjà à cause d'elle. En plus je l'avais récupéré quand j'ai été allé sur Paris la voir, donc à Gibert, donc le 10 juin 2023.
Moi, c'était un peu plus tard, parce que là, elle avait fait la dédicace et elle l'avait laissé en libre vente. Là, elle avait dédicacé un truc et elle l'avait mis en vente. Donc, je n'ai pas rencontré l'autrice, mais du coup, j'ai quand même ce livre dédicacé et j'avoue que j'ai passé un très bon moment. Je l'ai lu en lecture commune avec Caro, comme je vous disais. Caro, elle a eu aussi un peu de mal avec la plume, mais comme elle dit, une fois que la deuxième partie elle est lancée, ça va. Donc, c'était quand même une très bonne lecture. J'hésite à dire que c'était la meilleure lecture de cette sélection parce que le prochain titre était aussi très bon. Mais voilà, le Rouge de Pascal Ainolo, je le recommande assez facilement si vous aimez tout ce qui est réécriture de contes, titre assez féministe. Attention, vous allez être peut-être perturbé par la plume, mais franchement, ça vaut le coup parce que je pense qu'on reconnaît le Chaperon Rouge sans lire le Chaperon Rouge. Et pour moi, c'était très bien. Et pour finir, le dernier, c'est Le Prédicateur. Donc, c'est le tome 2 de la saga Erika Falk et Patrick Ekstrom aux éditions Actes Sud dans la collection Babel Noir. C'est de Camilla Lackberg. Je viens de le finir, hein, il n'y a même pas 45 minutes, une heure. Alors, en résumé, on va être, on va suivre Erika et Patrick qui vont être amenés à enquêter sur la découverte du cadavre d'une jeune fille, et sous le cadavre de cette jeune fille se trouvent deux squelettes de jeunes filles qui vont être deux jeunes filles qui ont disparu en été 1979 et qu'on n'a jamais retrouvé l'assassin. Le présumé coupable, enfin la personne sur laquelle on avait le plus de soupçons, s'était suicidé avant que l'enquête n'aboutisse, et donc Patrick va devoir mener l'enquête sur ce double homicide, sachant qu'en plus une nouvelle fille vient de disparaître. Ils sont en plein été, ils sont en pleine canicule, ils en peuvent plus. Erika est enceinte jusqu'au cou, elle est voilà. Euh, j'ai beaucoup aimé tout ce qui était l'enquête. Il faut savoir que, en gros, on va. Pas si c'est spoilant, mais en gros, on va enquêter sur la famille du premier suspect de l'enquête de 1979. Et en fait, c'est une famille assez grande quand même, avec des prénoms tous différents, etc. Et je me souviens, pour essayer de me repérer dans le livre, j'avais un arbre généalogique. C'est-à-dire que je me souviens, je disais, alors lui c'est le grand-père, lui c'est le père, lui c'est le fils de machin, donc ça c'est le cousin de machin. C'était assez, ouais, c'était assez exigeant à ce niveau-là. J'essayais de faire un arbre généalogique pour comprendre qui était qui. J'ai trouvé l'enquête assez intéressante. On ne fait pas un switch énorme de temporalité, hein. C'est pas que vous avez un chapitre, une temporalité, un chapitre, une autre. On a vraiment quelques extraits de ce qui s'est passé en 1979 et on reste énormément dans le présent, qui est en 2003 pour eux, donc qui est déjà plus de 20 ans comme présent. Mais voilà, on est vraiment dans dans l'enquête, hein. On suit Patrick qui va enquêter au fur et à mesure. Et de temps en temps, on a des petites histoires à droite à gauche de ce qui se passe du côté d'Erika, de sa famille, etc. Et du côté de la famille accusée, enfin qui a eu un des enfants accusés, enfin euh, soupçonné du meurtre. Il y a eu, voilà, on reçut aussi un peu ces personnages. Au début, je trouvais qu'on était vraiment plus proche du Desperate Housewives parce qu'on suivait Patrick qui menait l'enquête et d'un côté, on suivait la vie d'Erika dans son petit village et tout, avec tous les gens qui venaient, etc., qui l'emmerdaient. Et en fait, plus ça va et plus on suit l'enquête et la famille, et Erika est de plus en plus en retrait. Alors j'espère que ça va pas être tout le temps parce que c'est un truc qui m'énerve. Déjà sur la saga de Charcot et Nebel de Franck Tillier, c'est que Lucie et Nebel est de plus en plus un faire-valoir, et là, et Erika Falk, donc le personnage de Camille Lackberg, là il est vraiment mais totalement absent. Elle est enceinte, on sait, elle est enceinte. Elle est fatiguée, elle est épuisée, mais du coup elle aide pas tant que ça Patrick dans son enquête. Et du coup, j'ai un peu regretté ce moment-là parce que ce que j'avais aimé dans le premier tome, donc dans La Princesse des Glaces, c'est que vraiment Erika était présente, elle aidait, elle cherchait, c'était même elle qui était au cœur de l'action. Patrick était plus en retrait, et là aujourd'hui, et là dans ce tome-là, on avait Patrick qui était vachement mis en avant, qui expliquait tous les trucs de la procédure d'enquête, et Erika était enceinte. Vraiment, c'est vraiment le seul truc que j'ai retenu de ce livre. Erika est enceinte. Donc je trouvais ça un peu dommage parce que on m'a toujours dit que Camilla Lackberg était très féministe. Mais dans ce titre, j'ai l'impression qu'elle a passé sa vie à la maison enceinte. Et voilà, c'est tout. Enceinte jusqu'au cou et sur le point d'accoucher. Voilà.
C'est un reproche qu'on peut faire sur ce titre, c'est peut-être le seul reproche que je peux faire parce qu'en soi, l'enquête était. Enfin, j'étais dedans, je lisais, quoi, j'étais à fond dedans. Le roman me happait, je me laissais porter par le titre, par l'histoire, par les, par les intrigues, donc c'était cool. Voilà, je peux pas dire d'autre chose. Je trouve que c'est un très bon tome 2. Il peut se lire indépendamment du tome 1, mais lisez le tome 1. Enfin, faites les sagas dans l'ordre. Vous infligez pas le risque de vous faire spoil tous les sagas toutes les tomes d'une saga. Donc un très bon deuxième tome. J'espère que Erika va venir sur le devant de la scène. Le troisième tome, c'est le tailleur de pierre dans mes souvenirs que j'ai dans ma palle. Et après, c'est ça, le tailleur de pierre. Et je crois qu'après, c'est l'oiseau de Noël augure que m'a offert Lily pour Noël. Donc j'ai au moins les deux prochains dans ma palle à lire. Et ça sera avec plaisir que je retrouverai la plume de Camille Lackberg. Je pense que cette année, ça va être une des sagas que je vais le plus avancer. Voilà. Je dis ça en février. On espère que ça sera le cas. Voilà. Le dernier vote des abonnés, c'était pas la semaine dernière, parce que vu que j'avais énormément de retard, déjà, j'avais toujours pas fini le Camille Lackberg, et en plus, j'avais déjà celui d'après. J'ai pas fait de vote des abonnés, mais du coup, vendredi prochain, donc du coup, pour vous demain, parce que moi, je tourne le dimanche, donc ça sera vendredi, mais c'est dans 5 jours, pour vous, c'est demain. Il y aura le vote des abonnés, je pense, parce que je vais entamer du coup le Dahlia Noir de James Ellroy. Ce mois-ci, pour le vote des abonnés, c'est 3 livres par semaine, une romance, un thriller et un autre titre qui a été repêché ou autre, vous connaissez la chanson. Voilà. Du coup, vu que j'avais que 9 titres, en plus ça m'arrange parce que du coup, vu que j'ai fait sauter une semaine, il reste plus que 2 sondages. Donc du coup, ça fait que Homesman, je l'ai rangé et Bienvenue à la fête, je l'ai rangé parce qu'ils n'ont pas gagné comparé au Dahlia Noir. Bref, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. À très vite. Bye tout le monde.